23h49. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, si vous nous rejoignez maintenant. Et nous accueillons Géraldine. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Géraldine et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 53 ans et je vous appelle actuellement, je suis dans le Maine-et-Loire. Je Oui. fais des allers-retours entre Paris et le Maine-et-Loire depuis quelques années maintenant, suite à Mhm. une situation familiale. Oui. Voilà, où il y a eu plusieurs décès et ma mère est actuellement en maison de retraite. Oui. Je suis dans son domicile actuellement et je vous appelle à la fois pour dénoncer quelque chose et pour demander de l'aide. Puisque je me retrouve dans une situation qui ne devrait pas être, c'est-à-dire que je suis à l'allocation handicapée, une personne en situation de handicap, comme on dit, avec une allocation de 970 € très précisément par mois. Mhm. Et je précise bien que c'est une allocation et pas un revenu. Et donc, et je me suis retrouvée, alors que toute ma vie, j'ai évité les interdits bancaires, j'ai évité l'endettement. Je ne suis pas partie en vacances depuis 1998. Oui. Et quand je dis pas partie en vacances, c'est pas 10 jours ou 15 jours à droite à gauche. C'est vrai, c'est pas un mois entier. Non, c'est vraiment pas partie en vacances. Je me suis privée de tout pour toujours rester dans les règles, ne pas faire de crédit à la consommation, etc. Et là, je me retrouve avec un huissier de justice sur Angers qui viole la loi en toute impunité apparemment, puisque mon allocation handicapée est totalement insaisissable. Je le sais, hein, je m'étais renseignée auprès de la MDPH et je me suis renseignée auprès de plusieurs avocats qui m'ont dit ne vous inquiétez pas par rapport à cette dette, vous êtes insaisissable et nous ne voyons pas pourquoi vous seriez obligé de la payer. Et là, il y a 5 jours et encore aujourd'hui, je reçois un pli d'huissier de justice d'Angers qui me dit, qui m'informe, on fera une saisie directement sur votre compte bancaire et on ne vous laissera que 600 et quelques euros sur son compte pour vivre. Voilà. Et quand j'appelle ma banque il y a 4 5 jours en disant écoutez, la loi leur interdit de saisir, alors on voulait bloquer puisque c'est une allocation handicapée, on me répond ben oui, mais voilà, c'est un huissier de justice, s'il viole la loi, on est désolé, on ne peut rien faire. Et même s'il n'y a jamais assez d'argent sur votre compte, puisque vous êtes à découvert tous les mois, alors je précise un découvert autorisé, mais quand même, et donc il ne reste pas d'un découvert à l'autre depuis plusieurs mois, il ne reste pas 600 € de toute façon, jamais en début de mois, eh bien voilà ce que ça donnera, c'est qu'il demande une dette de 5 000 € Mais et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que alors cette dette? l'histoire est insensée parce que c'est une dette de pompe funèbre pour mon oncle, un monsieur qui vivait depuis 35 ans avec mes parents. Et donc là, dernièrement, mon père est décédé il y a 5 ans. Donc, il vivait plus qu'avec ma mère Oui. à leur domicile. Que au moment de son décès, ce monsieur, il avait 6 000 € sur son compte courant et 8 000 et quelques euros sur son compte épargne. Je Oui. précise, Oui. puisqu'on m'a expliqué que pour un paiement de dette de pompe funèbre, c'est le compte courant qui est en jeu, qui sert à payer la dette. Voilà. Et je ne sais pas ce qui a été décidé avec ma mère, avec ce monsieur des pompes funèbres, qui dès le début n'était pas correct, puisque dès le début, à l'endroit où ce monsieur est décédé, il nous dit normalement, je n'ai pas le droit de me déplacer. Vous ne conduisez pas. Moi, par rapport à ma situation de santé, je n'ai pas le droit de conduire, puisque j'ai un problème de squelette très important. Et donc, je n'ai pas le droit de conduire. Ma mère ne conduit pas. Il nous dit, voilà, si je viens chez vous, c'est comme du démarchage, en fait, et normalement, je n'aurais pas à le faire. Voilà, ce qui est absolument faux, évidemment, hein, puisqu'à partir du moment où les pompes funèbres ont emmené un corps, vous passez un accord avec la société de pompes funèbres et c'est plus du démarchage. Mais enfin bon, voilà, j'explique à ce monsieur qu'il y a sur le compte du dessin, et je pense que c'était une erreur, de dire qu'il y avait une grosse somme d'argent et que donc il pourra se payer, il n'y aura pas de problème. Et je me Mhm. retrouve aujourd'hui, ce dossier est passé en justice une fois, puis une deuxième fois en appel. J'avais le document qui prouvait qu'il y avait un peu plus de 6 000 € sur le compte de ce monsieur au moment de ce décès, qui n'a pas Mhm. été présenté au tribunal. Alors,
je ne sais pas pourquoi. Cette société, je croyais que c'était une petite société à côté de l'endroit où vit ma mère, à côté de l'endroit où ce monsieur vivait, qui est sur Brissac-Quincé, une pompe funèbre mise en dos, ça s'appelle. Apparemment, cette société, en fait, c'est une grosse filiale derrière ce nom, cette petite société qui se trouve sur Paris, OGS, Oui. à côté du domicile où j'ai vécu très longtemps à Paris, dans le 19e. Et mon avocate, elle, a plaidé au tribunal l'illégitimité de cette société. Elle ne serait pas en règle, elle ne serait pas euh, normalement déclarée au niveau Oui. SIRA, etc. Enfin, c'est ce qu'elle a plaidé au tribunal. En étant parfaitement sûre d'elle, puisqu'elle me demandait même de renoncer à l'aide juridictionnelle totale, en me disant je vais demander 2500 euros au tribunal pour vous oser vous avoir assigné en justice, en gros, et donc si vous acceptez de renoncer à l'aide juridictionnelle, je me ferai payer les 2500 euros comme rémunération d'avocate de dommages et intérêts. Bon, ben écoutez, pour moi, je ne suis pas avocate. On me dit que la société a un statut illégal, en fait, depuis le début. Si ça peut faire que les poursuites soient laissées tomber contre moi et qu'on prenne enfin sur le compte bancaire de mon oncle pour que soient payées les pompes funèbres, ben très bien. Sauf qu'en fait, apparemment, au tribunal, ce qu'a dit mon avocate ne serait pas valable. Que le document qui disait que ce monsieur pouvait se servir sur le compte, il y avait largement l'argent n'a pas été présenté, et que ce monsieur Sylvain Chir, et je n'hésite pas à citer son nom puisque je n'avais jamais eu de problème avant, il n'y en avait jamais eu dans ma famille avec cette société, lui dit au tribunal, quand j'ai voulu me servir sur le compte, en gros, il n'y avait plus assez d'argent pour payer les 5000 euros. Mhm. Voilà. Alors, quand vous avez un document d'un compte bancaire qui dit qu'il y a plus de 6 000 euros au moment du décès et que ce monsieur dit au tribunal, mais en fait, non, j'ai pas pu prendre parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, je pense que c'est assez clair pour moi de prouver ma bonne foi sans même parler d'illégitimité de société ou de numéro de siret ou je sais pas quoi qui serait pas en règle. Mais Complètement. bien non, les poursuites ne sont pas abandonnées, elles continuent. Et donc, moi je dis, écoutez, vous passez par un notaire ou trouvez quelqu'un, puisque je n'ai pas trouvé de notaire pour faire la succession de ce monsieur. Voilà, le dernier encore que j'ai été voir en date, c'était il y a 3 semaines avec une amie qui n'a pas voulu prendre le dossier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont peur qu'il ne reste pas assez d'argent pour payer leurs frais. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai fait les choses en règle. Et donc, bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Au lieu qu'on dise à ma mère de payer cette dette qui touche une retraite de 1 900 euros, eh bien Mhm. non. Cet huissier de justice sur Angers dit on va vous saisir votre allocation handicapée et à hauteur donc du paiement de 5 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le montant que ça fait. C'est Voilà, donc énorme. C'est énorme. c'est une dette énorme, mais en plus, pourquoi j'aurais à payer cette dette puisqu'il y avait l'argent sur le compte de ce monsieur, qu'il y a encore de quoi se payer sur le compte de ce monsieur, puisque j'avais été voir un notaire avant même qu'il soit enterré. Oui. Il a délégué un deuxième notaire puisqu'il est parti en retraite, ce monsieur. Mhm. Le deuxième notaire, lui, ça faisait trop de dossiers, il s'est retrouvé tout seul. Donc, il a laissé tomber une partie des dossiers. J'ai fourni tout ça au tribunal, la lettre de ce monsieur. Et donc, il y a eu un troisième notaire qui s'est toujours pas occupé de quoi que ce soit puisque tenez-vous bien, pendant 2 ans et demi, la mutuelle santé de mon oncle a continué d'être prélevée sur son compte bancaire. Mhm. Voilà, ils m'ont proposé le remboursement, 2 500 euros, puisque c'était un peu plus de 100 euros de mutuelle santé tous les mois de remboursement. J'ai reçu un courrier en disant, bon ben voilà, on a bien enregistré maintenant. J'ai quand même mis fin toute seule, parce que je voulais vraiment que ça passe par un notaire, mais au bout de 2 ans et demi, j'ai dit je vais le faire toute seule. J'ai déclaré à la banque, j'ai dit voilà, personne ne s'en est occupé, je comprends pas, il est décédé et tout. Il y a cet argent qui peut être remboursé, il y a ce qui reste encore sur le compte, et moi, là, on m'informe que non, vous allez être saisi sur votre compte bancaire, que évidemment il n'y aura pas assez, et la banque me dit alors tous les mois, cet huissier, il y aura 100 euros de frais de facturer sur votre compte.
en rétribution en quelque sorte pour le non-paiement à l'huissier de justice. Et cet argent de 100 euros, si vous ne les payez pas, eh ben, vous serez interdit bancaire. C'est fou cette histoire. Voilà. Alors ce qui est d'autant plus fou, je ne sais pas si c'est à cause de ça, c'est que cette dette normalement incombait à ma mère, hein, c'est elle qui a choisi cette société de pompes funèbres. Or ma mère, c'est pas la première fois. Ma mère, elle se retrouve dans le Maine-et-Loire, elle se retrouve dans une situation extrêmement compliquée et deux de ses filles aussi, Oui, parce alors qu'elle a fait on va justement parler de votre mère parce que je crois savoir ce qui la concerne et c'est oui, encore plus énorme. Mais c'est encore plus énorme. on va laisser passer l'info sur Europe 1 si vous voulez bien. Et puis comme ça, après, on reparlera bien évidemment de ce témoignage, enfin de la situation de votre mère, mais aussi D'accord. vous m'expliquerez pourquoi vous vous retrouvez à devoir payer pour cet oncle, parce que normalement vous ne devriez rien payer. Absolument rien payé. Non. Exactement. On se retrouve juste après l'info, ma chère Géraldine. D'accord. Comme nous sommes avec Géraldine depuis une vingtaine de minutes, Géraldine qui est amenée à payer une somme ordonnée par un huissier, hein, Géraldine, suite à des frais occasionnés par des pompes funèbres, mais alors pour l'enterrement de votre oncle. Ce que je n'ai pas saisi, Géraldine, en fait, c'est euh, pourquoi vous devez payer pour votre oncle alors que Alors, vous n'avez aucun normalement, lien avec lui. non, c'est ma mère et mes parents qui vivaient avec, donc depuis près de 35 ans. Ben oui, mais Euh, quel rapport avec et vous? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, déjà, c'est ma mère qui a insisté pour continuer avec cette société de pompes funèbres, donc locale, hein, c'est une petite société normalement. Mhm. Et puis, parce que moi, dès le début, bon, il y avait des propos tenus par ce monsieur où je n'étais pas d'accord dans la gestion du dossier. Elle a poursuivi. Elle a rencontré 2 autres fois à nouveau où Oui, je ne suis pas restée au rendez-vous. Alors tout ça s'est étalé sur 8 jours, puisque entre le moment où quelqu'un décède et le moment où on doit l'enterrer, malheureusement, il ne faut pas laisser passer trop de temps quand même. oui, Mais enfin, et le dernier rendez-vous, donc c'est elle qui avait décidé tout, de garder ce monsieur, cette société, alors que quelqu'un était disponible, donc pour l'emmener directement à la société signée, elle m'a obligée à y aller à sa place, comme une sorte de procuration, si vous voulez, en disant qu'elle était fatiguée, alors qu'elle s'était préparée, habillée et tout, oui. et que j'avais qu'à aller finir toute seule le dossier. Bon. C'était Pour très l'aider, compliqué. pour l'aider en Voilà, fait. pour l'aider parce qu'elle se sentait pas bien. Son beau-frère était là, le mari de sa sœur Mhm. était là pour l'emmener. Il est arrivé à l'improviste, mais il lui a dit si tu veux, je t'emmène. Et au dernier moment, elle dit non, Géraldine n'a qu'à y aller toute seule avec toi. Voilà. En fait, apparemment, c'était parce qu'elle connaissait un texte de loi Oui. qui dit que c'est la dernière personne qui va Voilà, et voilà. qui signe qui est responsable de la dette. Eh ben voilà. Voilà. Ce Eh, que je je ne comprends savais, mieux. Je comprends mieux, voilà, parce que ça, vous ne l'aviez pas précisé tout à l'heure. absolument. Ben non, je ne le, en fait, je l'ai découvert très tard hein, dans la gestion du dossier. Oui. J'ignorais absolument ce texte de loi. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est que ce monsieur a surfacturé en plus cette dette de 2200 euros, puisque il était arrivé au dernier rendez-vous en disant bon, alors donc il y a un caveau, donc 3 places, 2200 euros. Bah dites, c'est quand Euh, même un gros truc, ça, en plus. Oui, ce qui est invraisemblable, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir à nouveau un deuxième caveau à 2200 euros, puisque malheureusement, mon père était mort juste presque 2 ans pile, jour pour jour, avant son frère, Mhm. et que donc, au moment où mon père est décédé, on a été dans l'obligation de faire construire un caveau. D'accord. Je Voilà. comprends. Comme il y avait 3 places disponibles au cimetière, on nous a dit, si vous voulez, il y a 3 places. On a dit, on fait construire un caveau pour 3 personnes. Mhm. Et donc, 2 ans après, son frère décède. Et bon, évidemment, on va pas payer 2200 euros de plus. C'est Mais un non, autre caveau. bien Alors, sûr, bien il reste sûr. 2 autres places. Ce monsieur arrive en disant, bon, j'ai dit non, mais c'est pas la peine. Il y a déjà un caveau. Donc, ça faisait 5383 euros précis avec ce caveau de 2200. Bon. Oui, Et normalement, il suffisait qu'il raye 2200. Hein, on les déduisait en bas de la facture. oui.
Et puis c'est tout, ça Et puis ça y s'arrêtait est, là. ça s'arrêtait là, d'accord. Puisque Ok. c'était déjà le 4e rendez-vous et que lui-même nous dit ça commence à tarder, il va peut-être falloir l'enterrer maintenant. Mhm. Ok, je Eh comprends. bien non. À ce moment-là, ce monsieur, donc Sylvain Chir, et j'hésite pas à le nommer, hein, vu les ennuis qu'on fait, s'en va, quitte et dit non, là, c'est trop compliqué d'annuler, il faut que je refasse tout à l'ordinateur, il y a tout un dossier à refaire, enfin, invraisemblable, puisqu'encore une fois, il y avait un montant à rayer et un à déduire. Et donc, je retourne à mon agence puisque votre oncle est arrivé, hein, le beau-frère de ma mère à l'instant, s'il peut vous emmener, je refais tout le dossier. Voilà. Et en fait, au lieu de barrer cette somme et de la déduire, il nous a donné rendez-vous que 2 heures plus tard. Hein. D'accord. Au lieu de barrer cette somme et de la déduire, il s'est débrouillé pour ajouter une somme d'un cercueil de luxe, par exemple, Oui. 2 voitures pour amener les personnes alors qu'on était 3. Oui. Il a surfacturé tout un tas de choses pour arriver au montant qui faisait la même chose que l'erreur qu'il avait faite. Voilà. D'accord. Et là, j'alerte les gens sur un texte de loi qui est censé aider les gens quand il y a une société de pompes funèbres, quand il y a un décès comme ça, surtout quand c'est soudain. J'alerte les gens sur un texte de loi qui peut se retourner contre vous. C'est qu'il y a une loi qui a été mise en place il y a quelques années qui dit que n'importe quelle société de pompes funèbres peut saisir jusqu'à 5 000 € sur le compte courant de quelqu'un pour payer son décès. Ça évite un tas d'ennuis, ça évite normalement d'avoir à attendre la succession, d'avoir à prendre un notaire, Oui, etc. oui. La société peut aller directement se faire payer jusqu'à 5 000 €. Voilà. Or, D'accord. ce monsieur, le discours qu'il nous a tenu, c'est pas jusqu'à 5 000 €, c'est faux qu'il y ait 5 000 € pour que je puisse me payer. Vous D'accord. comprenez la Oui. nuance? Complètement. Voilà. Et donc, il s'est arrangé pour arriver à cette somme de 5 383 sans nouveau caveau construit. Voilà, il a surfacturé un tas de trucs. Il n'empêche que, normalement, ma mère m'avait fait en quelque sorte une obligation de procuration morale, si on peut dire, en disant que par rapport à son état de santé et son âge, elle ne pouvait pas venir. Et normalement, je ne vois pas en quoi toujours je serais responsable de cette dette, puisque ce n'était pas la mienne et qu'en plus, il y avait de quoi se payer, Alors, encore une fois, sur le compte courant. Voilà. complètement. Alors, Géraldine, on a Rémi qui nous appelle et qui est huissier et qui nous appelle spontanément pour vous donner, lui, le regard qu'il porte sur votre affaire. Bonsoir Rémi. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre appel au Standard d'Europe 1. Vous êtes vous-même huissier, donc ? J'ai été huissier pendant 42 ans. D'accord, donc vous connaissez bien le métier. Que pensez-vous de ce que Géraldine nous raconte ce soir ? Alors, il y a déjà un premier rapport, c'est que cette personne n'est pas héritière de monsieur. Donc, elle n'a pas à régler quoi que ce soit. D'accord ? C'est bien Si ce qui me semble. je suis un des ayants droit. Il y a 3 ayants droit, 3 nièces. Ah, vous êtes Je ayant suis droit. un des ayants droit. Bon, alors si vous êtes ayant droit, vous êtes obligé de payer, mais vous n'êtes pas la seule à payer. Il y a Mais les je trois autres, les suis deux autres. d'accord que... Et sur l'argent du défunt. Voilà. Alors, mais il y a que moi qui suis attaqué. Géraldine, laissez parler Rémi et puis après vous commenterez, d'accord ? Ce que je voudrais savoir, c'est de savoir comment on appelle ça, qu'est-ce que vous avez reçu du tribunal déjà ? Parce que vous me parlez d'appel, d'avocat. Encore votre avocat n'est pas bien clair non plus. Non, l'avocate, non. En fait, l'avocate, elle voulait en fait récupérer de l'argent sur le dossier et malheureusement, je ne pouvais pas renoncer à l'aide juridictionnelle. Non, mais si vous avez droit à l'aide juridictionnelle, madame, si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais rien. Vous comprenez, c'est un moyen comme un autre de pouvoir récupérer de l'argent, je pense, c'est mon point de vue, de récupérer de l'argent plus facilement que d'être payé par l'aide judiciaire où on est payé au lance-pierre. Vous savez, pendant 42 ans, j'ai travaillé moi personnellement pour des différentes choses en aide judiciaire, on n'a pas le même salaire
qu'on devrait avoir quand on est avec un client normal. D'accord. Je lui ai dit à mon avocate ça que je comprenais, mais il faut comprendre que moi, à 970 € d'allocation... J'ai bien compris, je vous ai bien compris, madame, je vous ai bien compris. Mais sachez que, qu'est-ce que vous avez reçu de l'huissier? Parce qu'il va vous bloquer le compte, c'est très bien. Mais vous savez qu'à partir du moment où il va vous prendre... vous avez combien sur votre compte en banque? Avez-vous de l'argent? Est-ce que vous... Non. Avez-vous... Non, je veux pas de tarif. Avez-vous de l'argent important? Il n'y a rien, je suis à découvert tous les mois à peu près de 350 €. Mais qui bloque le compte? Qui bloque le compte? Qu'est-ce que vous voulez? Il va pas vous prendre d'argent. Et en plus, les 100 €, il se les mettra, il ne peut pas les prendre. Il ne pourra les prendre que s'il y a de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous prenne? Ah non, mais les 100 € de blocage chez ma banque qui m'a dit ils sont obligés, vu la somme, 5 000 €, ils sont obligés de me prendre ces frais-là. Ah, c'est la banque alors. C'est la banque. Payer. Oui. Oui. Non, c'est pas l'huissier, c'est la banque qui vous réclame 100 €. Non, mais l'huissier viole la loi, mais eux non, madame, parce que moi je vais vous dire, j'ai bloqué des comptes à une époque, il n'y avait pas suffisamment sur le compte, on m'a jamais donné 100 €. Hein. Ça aurait été trop facile. Non, c'est pas ça ce que dit la banque. La banque dit par rapport à la somme énorme qu'ils réclament, et qu'ils vont essayer de demander... Il n'y a pas de question de somme, madame, il n'y a pas question de somme, c'est ce que vous avez sur votre compte. Ben, il n'y a rien. C'est ce que vous avez sur votre compte. Ben, s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'ils comprennent? Rien. Et on ne va pas vous compter des frais. Je ne vois pas comment on ne va pas vous prendre des frais. Pour moi, hein, c'est mon interprétation. Il faut dire que je suis à la retraite depuis 11 ans. Je les ai eus il y a 4 jours. Moi, je vous répète ce qu'on m'a dit. Oui, non, mais je pense que, madame, il va falloir que vous preniez contact avec un bureau d'aide judiciaire, de prendre des avocats sur lesquels vous pouvez compter. Je l'ai déjà fait avant. Oui, mais cette personne... Notamment par un service qui s'appelle... alors, j'ai vu 2 consultations d'avocats, mais j'ai un service qui est extraordinaire, qui s'appelle SOS Avocat, qui est un service téléphonique en ligne, et qui m'avait bien dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y a aucune raison qu'il ne se paye pas sur le compte de ce monsieur, premièrement. Et pourquoi ils n'ont pas payé alors? Est-ce qu'il y a une décision de justice? Parce que si on vous bloque votre compte, c'est qu'il y a déjà une décision de justice, madame. Oui, il y a eu une décision. C'est ce que je vous expliquais. Il y a eu une décision de justice où ce monsieur-là de cette société de pompes funèbres a prétendu qu'il n'y avait pas assez sur le compte courant pour se payer. Alors écoutez, moi je pense la meilleure des choses, il n'y a qu'un chef que j'ai toujours eu comme respect, c'est un procureur de la République. Vous lui écrivez au procureur de la République de la région où vous êtes, en expliquant vos situations et en demandant des explications. Et là, je pense que ça va décanter quand même pas mal d'affaires. D'accord. Il faut vraiment écouter ce que Rémi vous dit, Géraldine, parce qu'il connaît bien... Donc, disons que, je vais vous dire une chose, moi j'ai arrêté, ça fait 11 ans, oui. J'ai travaillé 42 ans dans la région lyonnaise, mais bon, c'est vrai que j'arrive à 75 ans, vous voyez ce que je veux dire, on n'a peut-être pas toutes les notions des nouvelles lois, c'est certain, parce que mais je vous donne mon point de vue. Et... Ouais. Honnêtement, il y a une chose dont je ne suis pas sûre, c'est le rôle de ma mère, parce que ma mère est une personne qui a multiplié les escroqueries et les fraudes toute sa vie, et en utilisant beaucoup ses enfants. Voilà. Par exemple, la première fraude sur mon nom, j'ai 7 ans, où elle fait une escroquerie à une assurance. Il y a eu un accident de voiture, oui, pas grave. Votre maman vit toujours? Oui, ma mère. Et sa dernière escroquerie, monsieur, se monte à 100 000 €. Vous savez, moi, ce que j'aurais fait à votre place, j'aurais appelé en garantie votre mère devant le tribunal en disant, je ne suis pas concerné, moi. Moi, je suis rien là-dedans. Ah oui, mais alors, ma mère joue toujours la victime, si vous voulez. Et oui, non, mais c'est facile. Sa première fraude, elle joue la victime. Donc, elle dit, j'ai 70 ans passés, elle dit qu'elle a la sclérose en plaques depuis 15 ou 20 ans, je ne sais plus. Oui, non, mais vous savez... Donc, je ne suis responsable de rien. Jusqu'à essayer même de faire croire aux gens que son escroquerie à 2 caisses de retraite de l'âge de 59 à 64 ans, 100 000 € d'escroquerie à la CARSAT et à la caisse de sécurité sociale. Écoutez, avec tout ce que vous avez comme élément, madame, je vous conseille vraiment d'écrire au procureur. Et je pense que ça va décanter l'affaire.
Mais j'ai essayé de déposer une plainte. Hein, non. Vous écrivez au Monsieur le procureur de la République. Vous êtes sur quoi, Paris, non? Alors moi, oui, j'ai toujours un domicile sur Paris. Oui, eh ben, vous pouvez écrire au procureur de la République de Paris en expliquant votre situation, en disant voilà ce qui se passe, alors que nous, on n'est pas héritier direct, mais il y a ma mère qui est héritière, puisqu'elle a vécu avec ce monsieur avec mon père, pendant des années, que nous... Deux autres nièces. Il y a deux autres nièces. Oui, il y a deux autres nièces, mais si vous voulez, moi j'appelais aussi pour que ça cesse ce qui se passe, parce que là, vous voyez, je parle d'une dette qui remonte à 2 ans et demi, mais il y a 1 an et demi, ma mère a été hospitalisée à Drancy, 9 mois, clinique du Beau Séjour, et quand elle veut rentrer à son domicile dans le Maine-et-Loire, on lui dit, voilà, ou vous rentrez en taxi privé, c'est à peu près 400 €, ou vous rentrez en train, votre fille, celle qui est à côté d'elle là-bas, qui venait la voir toutes les semaines, vous accompagne, là ça vous coûte à peu près 90 €, ou alors c'est une ambulance privée, mais comme on vous ramène d'une clinique à votre domicile, c'est 1 200 €. Eh bien, vous voyez, à nouveau, non mais écoutez bien ce que je vous raconte, parce qu'à nouveau, ma mère dit... c'est ma fille Géraldine qui va payer la dette d'ambulance. Mais bien sûr. Votre fille, pas de problème. Voilà. Oui, alors attendez, madame, je vous coupe. Attendez. On me réclame 1 200 €. C'est fou, ça. Oui, mais moi je vous coupe. Je vais vous expliquer. Moi, je suis un malade, un malade très touché. Vous voyez. J'habite dans la région lyonnaise, et quand je dois aller en Bérard, ou que je dois aller dans un hôpital où on doit me soigner, on m'envoie un taxi, ça ne me coûte rien, madame. Excusez-moi. Oui, mais alors, la sécurité sociale, elle n'est pas prise par la sécurité sociale? Si, tout à fait. Je vous explique, parce que je les ai eues, cette société d'ambulance, au téléphone, qui m'a expliqué qu'elle n'allait pas d'un lieu médical à un autre lieu médical. Elle est partie d'un lieu médical à son domicile privé. Oui, d'accord. Mais moi, ce que je vous conseille, je vous dis, écrivez au procureur de la République, expliquez la situation, et je pense que l'affaire va se décanter assez rapidement. C'est les affaires, si vous voulez, parce que là, il y en a une, j'ai 7 ans, il y en a une, j'en ai 12, il y en a une, j'ai 21 ans, on utilise mon nom. Non, mais moi, je vous conseille, puisque là, c'est un méli-mélo, j'ai rien sous la main, je peux pas savoir exactement ce que vous avez pu recevoir. Eh oui, il faut des documents. Les documents de ce que je vous raconte. Oui, non, mais madame, je ne mets pas votre parole en doute. Non, on ne met pas du tout votre parole en doute. Hein. Non, je ne mets pas votre parole en doute. La seule chose, c'est qu'on peut travailler que sur des choses lisibles et visibles. Je ne les ai pas, donc je ne peux pas me permettre de vous conseiller. Moi, vous me dites, j'ai ça et ça. Prenez contact avec le procureur de la République, expliquez la situation, envoyez-lui tous les documents que vous avez, et vous aurez une réponse, parce que le procureur, il ne va pas attendre 107 ans pour vous répondre. Hein. Voilà, c'est mon point de vue. Alors, voilà ce que je peux vous dire pour ce soir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup. Bonsoir, Rémi. Au revoir. Oui, il faut vraiment, faut l'écouter, parce que je pense que vous avez essayé de porter plainte, donc j'ai entendu. Oui, on a refusé d'enregistrer ma plainte. Ah, on a refusé d'enregistrer votre plainte, Oui, ça fait là, dans la région où est ma mère, donc où je fais des allers-retours, puisqu'elle est passée d'hôpitaux à son domicile, son domicile à la clinique. Mais par contre, il y a 1 an et demi, elle a déposé une plainte contre moi, écoutez bien, de la raison, pour vol. Pour vol? Oui, c'est pas beau ça. Elle a déposé plainte contre moi, donc l'une de ses filles, Géraldine, pour vol. Vol d'argent, vol de papier, vol de vêtements, enfin vol de tout. Oui. C'est pas une blague. Et moi, j'ai pris un avocat de tout ça, donc ça a été classé sans suite quelques semaines après. Quand j'ai voulu déposer plainte, le jour même, accompagnée d'un avocat, les gendarmes ont refusé d'enregistrer ma plainte. Oui. Quand j'ai rappelé, on me rappelle, on me dit, bon, voyez, c'est classé sans suite, laissez tomber. J'ai dit, mais dans 2 mois, elle recommence. Ce qui s'est passé 2 mois plus tard, elle recommençait à m'accuser de vol, de tout, d'argent, de tout ce que vous voulez. Mais elle est infernale, votre mère, dites donc. Ah, mais écoutez, je vais vous dire, je dois avoir vu à peu près 8 avocats. SOS Avocats en ligne, et je les remercie, parce que si je tiens encore debout au sens propre et figuré, c'est grâce à eux. Donc je les salue pour leur dévouement.
et leur intégrité. Et finalement, au bout de tous ces avocats, avec tous les documents que j'ai en main et que je montre, on me dit, mais là, on a un mélange du Caguardo, on a un mélange de Dupont de Ligonnès, votre mère, c'est un mélange de tout ça. Sauf que ce qui est terrible, c'est que vous avez 53 ans et on la laisse continuer à agir. On la laisse continuer à agir. Voilà. Et moi, là, elle est retournée, c'est-à-dire elle s'est retrouvée expulsée. Elle a perdu au tribunal en région parisienne, en banlieue 93. Elle a perdu. C'était la première fois de sa vie qu'elle perdait. Oui. Et elle ne supporte pas, puisque c'est la première fois de sa vie qu'elle est condamnée à payer ses dettes. Voilà. Et elle m'a toujours dit, je ne paierai rien. Je me sortirai de tout ça, je ne paierai rien. Il faut comprendre une chose, si vous voulez, par rapport à cette femme. Je dis cette femme tellement je me sens loin d'elle. Oui. C'est que ma mère a obtenu sa retraite à taux plein, écoutez bien ce que je vous dis, à l'âge de 47 ans. À l'âge de 47 ans? Oui, elle a obtenu sa retraite à taux plein à 47 ans, 1 900 € presque. C'est une arnaque, en fait. Non, alors non, mais aussi invraisemblable que ça puisse paraître. Elle était directrice d'école privée catholique dans le 20e arrondissement, une petite école, une toute petite école avec 6 profs, une surveillante, etc. La secrétaire et la comptable, elle les connaissait personnellement. Et donc, malheureusement pour elle, au bout de 22 ans, ça s'appelle un audit de la Cour des comptes de la rue des Saints-Pères, vient fourrer son nez dans les comptes de l'école. D'accord. Et là, on découvre qu'il y a des problèmes depuis 22 ans parce qu'il manque de l'argent. Les écoles catholiques privées, il y en a un paquet, on appelle ça sous contrat simple. Et les écoles sous contrat simple, il y a des subventions versées de l'État chaque année, assez grosses sommes. Voilà. Et si personne ne vient surveiller ou pas ces subventions, il y a quelques personnes, quelques directeurs d'école, moi je cite pas de nom à part ma mère, les autres non, mais qui peuvent prendre dans les caisses de l'école et vivre très bien. Voilà. Et alors qu'elle vivait déjà très bien, puisqu'elle avait un logement de fonction 100%. On vivait dans l'école, elle ne payait ni loyer, ni eau, ni électricité, ni gaz, ni téléphone. Ça allait même jusqu'à utiliser la femme de service de l'école pour faire 2 heures de ménage par jour dans son domicile. Pourquoi se gêner? Pourquoi gêner? Voilà. Bon, voilà. Et donc, elle vit très bien, puis elle prend quand il faut, et tout le monde l'aime beaucoup dans notre famille, puisqu'elle aide sa sœur, elle aide ses parents, elle donne de l'argent à tout le monde. Notamment, personne ne s'étonne, parce qu'on aurait pu se dire, mais une femme qui est directrice d'école et un style dans une petite école du 20e ne donne pas tant que ça, c'est pas possible. Eh bien, tout simplement, elle raconte pendant 53 ans que mon père est directeur de la Thomson France, grand PDG. Il dirigerait toute la Thomson en France. Oui, elle est mythomane et elle raconte et tout le monde... Tout à fait. Non, mais remarquez, je vous avoue une chose, c'est que j'ai découvert que mon père n'avait jamais été ingénieur il y a à peu près 6 mois, parce que pour seul héritage, tout ce qu'il m'a laissé, c'est 3 sacs de documents. Ah oui, parce que votre père, il était aussi malhonnête. Il était malhonnête, oui, dans un sens, puisqu'il a été complice de quasiment toutes les fraudes et toutes les arnaques qu'il a laissé faire. Plusieurs SMS vous demandent, et c'est Virginie qui nous a envoyé ce SMS, si vous avez fait appel au médiateur de la consommation des professions funéraires, parce qu'une situation similaire semble être arrivée donc à Virginie, et cette démarche l'a beaucoup aidée. Donc j'ai un deuxième témoignage qui va dans ce sens, la consommation des professions funéraires. Consommation des professions funéraires. Oui, le médiateur de la consommation, des professions funéraires. Non, personne, aucun avocat consulté en SOS Avocat ou autre en consultation gratuite ne m'a jamais parlé de ça, mais je peux essayer, pourquoi pas. Honnêtement, je vous dis, ça vaut le coup, quand même. Dans mon histoire, il y a le doute que ma mère ne soit pas organisée avec ce monsieur, peut-être dans mon dos, pour me faire payer cet argent à moi, cette dette, et essayer de récupérer l'argent qu'il y avait sur le compte de son beau-frère. Je me pose la question. Vous voyez, j'ai quand même un petit doute là-dessus.
Voilà, donc parce que pendant que j'attendais les pompes funèbres qui venaient de mourir sous mes yeux, où j'étais complètement anéantie, hein, puisqu'il était en parfaite santé avant, il allait très bien 10 minutes avant, il est mort sous mes yeux. Elle m'a dit, bon, je vais me recoucher, je suis pas bien et tout. Et quand je suis remontée dans la chambre de ce monsieur 2 heures plus tard, il n'y avait plus aucun papier, aucun document dans sa chambre. Ni sa carte vitale, ni sa carte bleue, il n'y avait plus rien. Oh, mon Dieu. C'est une vraie escroc, hein, votre mère, quoi. C'est un truc de dingue quand même. Voilà. Mais si vous voulez, je vous dis, elle était directrice d'école. Quand il y a une audit des comptes, qu'elle passe au tribunal, vous imaginez, on parle de la rue des Saints-Pères dans le 16e arrondissement. Hein, on ne s'adresse pas à n'importe qui. Donc, elle a même essayé d'embaucher Maître Vergès. J'ai retrouvé le courrier qui lui a dit, je ne peux pas vous représenter, j'ai trop de boulot, etc. Bon. Eh bien, elle arrive à s'en sortir. Elle passe au tribunal. Elle est aidée par quelqu'un. Et elle arrive à s'en sortir en disant, mais de toute façon, qui peut prouver que telle somme à telle date, moi, je n'avais pas la signature sur le compte, c'était l'organisme de gestion qui avait la signature sur le compte, tout ça. Alors que, bien évidemment, qu'elle imitait la signature de la gestionnaire du compte quand elle avait besoin d'argent et besoin d'un chèque. Mais que malheureusement, sur des années, pour récupérer un chèque, vérifier c'est compliqué, il faut faire appel à la justice, il faut vous voyez, sur des années. Bon. Et elle arrive à s'en sortir sans rien rembourser. Bon, il lui retire son agrément de directrice d'école et il lui interdisent d'enseigner dans l'enseignement privé. Voilà. Ça va, elle s'en sort bien, hein. Elle s'en sort très bien au final. Mais elle perd aussi le logement de fonction, tout ça évidemment. Mais au lieu d'être obligée de démissionner et de tout perdre, eh bien, elle gagne une année de délai. Et donc, pendant cette année, elle prépare tout son dossier de retraite pour finalement toucher, c'est ce que je vous disais, quasiment une retraite à taux plein à 47 ans de près de 1 900 €. Tranquillement. Tranquille. De la retraite. Donc, je ne savais pas ce que c'était la retraite. C'est une caisse de retraite de l'enseignement privé. Où on lui écrit bien, et je pense que là, c'est un peu des idiots, sans être méchant avec eux, mais en tout cas, avec elle, ils ont été un peu idiots, parce que sur le dossier qu'on lui donne à ce moment-là, on lui écrit bien, attention, dans quelques années, vous pourrez demander une autre retraite, l'ARCO et la Caisse de sécurité sociale, classique. Surtout, ne cumulez pas, hein. Vous n'avez pas le droit de cumuler avec l'autre. Hein. Ils lui ont écrit ça, mais c'est écrit vraiment, attention, vous n'avez pas le droit de cumuler. Bon. Et, eh bien, c'est exactement ce qu'elle a fait. Il y a 5 années précises, de 59 à 64 ans, où elle pouvait demander à toucher l'autre et cumuler, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, évidemment. Elle devait dénoncer l'autre. Et vous avez des preuves de tout ça ? Oui, tout à fait. Parce que Yvette nous envoie au 739-21 que si vous avez... Laissez-moi vous dire ce que j'ai à vous dire. Les preuves, Yvette vous conseille d'aller voir le procureur. Yvette vous conseille de ne pas porter plainte, mais de constituer le dossier. De toute façon, ici, j'ai pas pu, alors. Non, mais portez-le au procureur. C'est-à-dire, vous lui envoyez avec, en lettre recommandée un courrier expliquant votre situation, parce que porter plainte, ça ne sert à rien, visiblement. On m'avait dit que le procureur, on ne pouvait pas envoyer les documents directement à un procureur de la République. Alors peut-être mieux vaut faire un courrier recommandé, parce que je crois savoir que, d'après ce que vous me dites, l'arnaque, l'escroquerie vis-à-vis de la sécurité sociale dépasse les 100 000 €. Non, on est à 98 000 €. Oui, c'est la caisse de sécurité sociale et la CARSAT réunie, l'ARCO. Et donc là, on est à 98 000. On n'est pas loin de 100 000 € en fait. Voilà. Et là, elle a été condamnée par contre. Hein. Si vous voulez, c'est pour ça que ça devient l'enfer pour moi. C'est qu'elle a été condamnée, elle est passée 5 fois au tribunal parce qu'elle les a réattaqués. Hein. C'est pareil. Mais il avait raison, Rémi, tout à l'heure. Hein. Je crois savoir que s'il n'y a pas d'argent sur votre compte, donc il faut que vous enleviez l'argent sur votre compte, ils ne peuvent pas vous prendre d'argent. Ah mais ma banque m'a dit, effectivement, ils m'ont bien dit, ils ne pourront pas vous prendre d'argent, vous êtes à découvert, il ne vous reste pas 600 € quand vous êtes à découvert. Mais la banque m'a dit, le problème, mademoiselle, enfin Géraldine, le problème, c'est que
comme on va rejeter leur demande tous les mois, ou un mois sur 2, sur 3, et qu'ils demandent quand même 5 000 euros, il me dit, vous vous rendez compte le montant de la somme qu'ils vous demandent. Eh bien, ces 5 000 euros rejetés, vous imaginez quand un chèque de 50 euros est rejeté qui ne peut pas être payé, vous avez des frais. Vous avez 20 euros pour un chèque de 50 euros. Je suppose. Bon, et là, la banque m'a dit 5 000 euros, ça fera 100 euros de frais à chaque fois qu'on rejettera la demande de paiement. Ah ouais, oh là là. Donc, en gros, la banque m'a fait comprendre, ils arrivent à vous avoir quand même. Parce que vous allez vous retrouver à moins de 800 euros par mois pour vivre. Pourquoi vous êtes allé signer les papiers alors que vous savez que c'est une arnaqueuse professionnelle, votre mère? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ça, vous l'avez découvert? Non. Alors déjà, à ce moment-là, je ne savais pas ce texte de loi, mais pas du tout. J'ai cru vraiment qu'elle était pas bien d'un seul coup, alors qu'elle était prête à signer avant avec le monsieur face à lui. J'ai cru vraiment qu'elle était pas bien d'un seul coup. Et que, puisqu'elle faisait, elle était présente devant le monsieur 2 heures plus tôt, c'était comme une procuration tacite, si vous voulez, morale. D'accord. Et donc, mais je ne connaissais pas le texte de loi parce évidemment que je n'aurais pas signé. En plus, j'avais confiance dans cette société de pompes funèbres puisque 2 ans avant, pour mon père, elle avait respecté Rubis-sur-Longue. Elle s'appelait Madame Séverine Prudhomme. Elle est d'une intégrité sans faille. Elle n'est plus là, cette dame-là? Alors, ce monsieur, justement, quand j'ai demandé à passer par elle, monsieur Sylvain Chir me dit qu'elle aurait démissionné. Il m'a dit, je pense qu'elle a démissionné. J'ai dit, ressortez-moi le dossier d'enterrement de mon père. On fait exactement le même montant, mais il y aura déduction du caveau. Et là, on me dit, elle a emmené tous les dossiers avec elle. Alors, pour votre gouverne, ma chère Géraldine, notez bien que sur Internet, vous allez trouver facilement médiateur conso, petit tiré du 6, là, le plus petit tiré, service au pluriel funéraire tout attaché, .fr. Vous allez chercher là-dessus et vous pouvez rentrer en contact avec eux. Et ça vaut vraiment le coup de rentrer. Je vais essayer. Je suis prête à tout essayer parce que... de toute façon, là, c'est ça où vous serez ruiné. Donc, mais en plus, physiquement, j'ai des problèmes de santé très graves. Je suis suivie à l'unité de la douleur. J'ai été suivie pendant 17 ans à partir de 2002. J'ai une attestation de l'unité de la douleur que j'avais lue à votre confrère, que j'ai noir sur blanc. J'en ai même 4 de l'unité de la douleur. Tenez-vous bien. Voilà. Donc là, j'ai besoin d'une aide à la personne depuis quelques mois, carrément pour des trucs physiques. Je suis dans cet état depuis l'âge de 26 ans. Eh bien, tenez-vous bien, ma mère a raconté à tout le monde, dans le village où elle est, que cette attestation de l'unité de la douleur, l'hôpital Tenon, 2002, était bidon parce que je m'étais tapé le médecin. C'était une attestation de complaisance. Et les gens la croient. C'est une vraie teigne, c'est fou. Les gens la croient. Je l'ai lu, l'attestation à votre collègue, là, il y a 2-3 jours. Je vous assure que on ne peut pas, je n'ai même pas le droit de faire du yoga, par exemple. Vous imaginez? C'est pour ça que je n'ai pas le droit de conduire. Et je n'ai pas pu avoir de grossesse à cause de cette pathologie. Je suis, en plus du handicap qui fait que je ne peux rien faire physiquement, j'ai des antidouleurs à haute dose pour arriver à bouger. Sinon, je ne peux rien faire si je n'ai pas ces antidouleurs. Et je suis dans cet état-là depuis l'âge de 26 ans. Et j'en ai 53. Et elle le sait, et elle vous charge comme ça, c'est quand même... C'est des douleurs paroxystiques. L'estimation qui avait été faite par mon médecin à l'unité de la douleur, qui se situe, l'échelle de la douleur, c'est de 0 à 10. Un accouchement, des contractions, c'est à 9, d'accord? Et moi, l'estimation qui avait été faite quand j'étais suivie donc en 2002, c'était situé à 8 en permanence. Je ne sais pas si vous imaginez les douleurs que j'endure. J'imagine, je suis un homme, donc j'ai du mal à imaginer ce type de douleur, mais je sais que c'est très douloureux. Ce qui me rend fou, c'est que votre mère sait que vous avez tout ça, et elle ne vous a pas du tout épargné. C'est vraiment... Ah non, puis elle sait d'autant mieux que donc, ayant mis en cause ce médecin, par exemple, 5 ans plus tard ou 6 ans, un de ses collègues, une femme ce coup-ci, m'a refait l'attestation quasiment la même, qui explique que mon squelette est détruit, enfin ma colonne est très atteinte, mes cervicales sont particulièrement atteintes, ce
qui me déclenchent des douleurs épouvantables et j'ai des antalgies majeures avec des effets secondaires majeurs. Eh bien, là encore, elle a complètement effacer l'intégrité de cette femme médecin qui aujourd'hui, tenez-vous bien, cette femme médecin, elle a eu un master d'empathie. Hein. Attention, hein, c'est pas n'importe qui. Et elle dirige aujourd'hui, je crois que c'est le plus grand, un des plus importants services de soins de fin de vie et soins palliatifs dans un très grand hôpital français en province. Vous pouvez aller sur Internet, il y a 50 articles sur elle pour parler de ce service pour les soins palliatifs extraordinaires qu'elle a créé pour vraiment épauler les gens jusqu'au bout et en particulier les douleurs atroces que peuvent subir des gens qui sont en fin de vie. Voilà. Eh bien, c'est une femme comme ça que ma mère, là, dont je viens de vous faire le portrait, réduit l'intégrité à néant. Vous imaginez, je ne vais pas citer le nom de ce médecin, évidemment, que je ne veux pas que demain tout le monde lui en parle, mais je vous assure que c'est une femme extraordinaire, comme le premier médecin qui m'a suivi à Thonon, pareil, et le troisième, pareil aussi. Donc, vous voyez, ça ne lui fait pas peur derrière l'attestation médicale de mon médecin. La première, elle a écrit en rigolant, donc âme sensible, s'abstenir. Petit mot court, âme sensible, s'abstenir. Ah oui, non, mais c'est une carnassière, quoi. Elle n'a aucune pitié. Elle n'a pas d'empathie, en fait, cette femme, je pense. Non, voilà, zéro empathie. Alors, le médecin que j'ai, là, le dernier, me dit on est face à une perverse narcissique. Et ces gens-là, il leur faut une victime. Et c'est vous. Voilà. Et là, la victime, c'est vous. Oui. Sa fille. Après, sa propre fille. Sa propre fille. Après, moult victimes, parce que moi, pourquoi je parle aujourd'hui, c'est que je me rappelais plus, il y a des choses qu'on efface quand on est enfant. Oui. Mais je voudrais aussi, je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans l'état de santé où je suis, je ne sais pas ce qui peut, je peux avoir un accident de main. Et elle a utilisé mon nom pour faire du mal à des gens. Oui. Il y a cette société d'assurance, là, par exemple, où elle les escroque, quand j'ai 7 ans, elle les escroque de 5 000 €, 700 € d'aujourd'hui. Oui. En utilisant mon nom, puisque au bout d'un an, il lui verse rien. Il dit, vous n'avez rien eu, vos enfants n'ont rien eu. Et elle dit au bout d'un an, si, ma fille a été très choquée. Voilà. Et ils écrivent sur le compte-rendu d'assurance, en gros, qu'au bout d'un an, elle les emmerde tellement qu'ils cèdent. Ils disent, on va lui donner les 5 000 balles là, pour sa fille. C'est ce qui est écrit. Hein. J'ai découvert ça là, il y a quelques mois. Oui. À 12 ans, elle est accusée d'escroquerie par un père d'élève qui vient ameuter les parents d'élèves à la sortie d'école, qui va aux réunions de parents d'élèves. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle accuse ce père d'élèves, et s'il m'entend ou si quelqu'un de sa famille m'entend, je m'excuse de ne pas avoir parlé. J'avais 12 ans quand ça s'est produit, c'était en 82, je crois. Je suis désolée de ne pas avoir parlé, mais ma sœur et moi, on était petites. Et elle a accusé ce monsieur d'avoir fait des menaces de mort sur ma sœur et moi en envoyant des lettres anonymes, par exemple. Il s'appelle Monsieur Cosnier. Si quelqu'un de sa famille m'entend, je suis désolée, tout était faux. Ce monsieur, il n'a jamais fait de menace de mort sur ma sœur et moi. C'est faux, tout était faux. Les lettres anonymes, c'est ma mère qui les faisait devant nous. Elle allait les poster en face de l'école. Simplement, elle ne pouvait pas, ce monsieur, laisser aller en justice contre elle, alors qu'il l'accusait d'escroquerie et de piquer dans les caisses de l'école. Il fallait le discréditer et faire très fort. Donc, elle fait des fausses lettres anonymes et elle dit que ce monsieur menace ses 2 filles de mort. Et donc, pour aller jusqu'au boutiste, parce que le problème, c'est qu'elle dit ça. Et alors, elle se retrouve dans la merde après parce qu'on allait au collège et on faisait l'aller-retour le matin, on revenait le midi et le soir. Et là, problème. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ? Elle peut plus continuer à nous envoyer à l'école en disant ça sur le monsieur, qu'on serait en danger de mort à cause de lui. Mais ma mère n'a jamais fait le moindre trajet pour aller travailler. Même avant d'avoir son école où elle habitait dedans, la place qu'elle avait comme institutrice, il fallait payer un logement très cher où elle était 100 mètres en face de son école scolaire. Elle n'a jamais pris les transports en commun, elle n'a jamais pris le métro, rien, elle ne supporte pas ça. D'accord. Et donc,
ce monsieur, là, d'un seul coup, en faisant ça, elle est très embêtée parce qu'il faudrait qu'elle nous amène à l'école le matin, à pied, une demi-heure, qu'elle revienne avec nous le midi, venir nous chercher le soir, ou payer quelqu'un, vous comprenez? Elle se trouve prise à son propre piège. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous a fait manquer l'école 3 mois. Ah oui, elle vous a fait manquer l'école 3 mois. Bon, bah, comme 3 ça, mois. ouais. Voilà. Ben oui, il fallait créditer déjà ce qu'elle disait, qu'elle avait peur pour nous, soi-disant. Donc, Oui. elle ne pouvait pas nous faire aller à l'école à pied, hein, et revenir le midi et rentrer le soir et tout toute seule. Mhm. Et puis en même temps, elle ne voulait pas s'imposer à faire tous ces trajets. Et du coup, ça se retournait contre elle. Voilà. Ça, par exemple, j'ai 12 ans quand elle fait ça, où elle utilise le nom de ma sœur et le mien. Oui, oui. Après, 2 ans plus tard, il y a un autre dossier, je ne sais pas ce qui s'est passé, un autre père de famille, où elle dit qu'il est monté à l'appartement avec un fusil, l'a menacé parce qu'elle s'opposait à elle. Tout est faux. Ce monsieur, il n'est jamais venu à l'appartement, mais ni avec un fusil, ni avec rien. C'est inventé, c'est bidonné parce que elle s'était opposée à ce monsieur. Et après, là, il y a quelques mois, je découvre, dans une histoire encore invraisemblable, je découvre, j'ai 21 ans à ce moment-là, une lettre où ma mère a écrit au procureur de la République, encore une fois, il y a quelqu'un qu'elle voulait dégager de son périmètre, elle voulait obtenir quelque chose, mais au lieu de dire, encore une fois, au lieu de dire, en mentant, cette personne et son fils m'ont menacé de mort, moi, Oui. et m'ont demandé de l'argent. Non, elle dit, cette personne et son fils, je dis que ma fille Géraldine a dit que ils l'ont menacée de mort et ils sont venus régulièrement lui demander de l'argent. Et je découvre ça il y a quelques mois, j'ai 21 ans. Elle envoie ça au procureur de la République. Ces gens-là ont eu beaucoup d'ennuis. D'accord. Sûrement, puisque 8 mois plus tard, je me suis pris une raclée, je me suis fait tabasser, ce qui était assez logique. Vous vous êtes fait tabasser, comment ça? Je travaillais dans un commerce de mon père à ce moment-là. J'ai travaillé quelques années avant de me retrouver gravement en problème de santé. Oui. Et puis, un soir, au bout de quelques mois, à la sortie du commerce, il y a deux, trois personnes qui viennent dire « Mais qu'est-ce que vous avez raconté sur nous? Mais pourquoi vous avez raconté ces mensonges-là et tout? On n'a jamais dit ça. » Je dis « Mais de quoi vous parlez? Je ne comprends pas. » Voilà. Et ils nous ont pété toute la terrasse du café. Et moi, je me suis pris une raclée, pas à rester sur le carreau, mais quand même à avoir un paquet de bleus, mon père aussi, parce que, il y avait eu ça à me raconter. Et je n'ai jamais su pourquoi, je l'ai découvert il y a 6 mois dans les documents, pourquoi ça m'était arrivé, ça. Parce qu'évidemment, ma mère a dit, mais je ne vois pas de quoi qu'est-ce qui s'est passé, mais mon Dieu, mais quel quartier épouvantable, la banlieue 93, vraiment, c'est pas possible, d'un seul coup, on Et s'en c'est prend à elle des gens. qui vous a envoyé ces gens-là, vous pensez? Elle n'a pas envoyé ces gens-là, elle a écrit au procureur de la République en disant, ma fille dit que ces gens lui demandent de l'argent régulièrement et font des menaces de mort sur elle si elle ne leur donne pas d'argent. Mmh. Mais ces gens-là, ils ont été convoqués par le procureur, ou par des services de police. On les a interrogés en disant « Mais vous êtes allé trouver mademoiselle Intel Géraldine et vous la menacez de mort si elle ne vous donne pas du fric, en gros. » Mais vous imaginez? Oui, je comprends. D'accord. Et tout est faux. Tout était faux. J'ai 21 ans là, et on parle de ça, ça remonte bientôt à 35 ans. Et il y a sûrement eu un tas d'autres choses après, où mon nom a été utilisé. Et je me dis, là, avec sa dette de 100 000 € où elle passe au tribunal 5 fois, et là, elle est condamnée 5 fois. Là, Maître Vergès, il est mort. De toute façon, elle ne peut plus l'engager. Faire un peu d'humour. Je vous le confirme, oui. Et donc, et je me dis, elle va s'arrêter. Non. Elle part à un moment, 9 mois, à 350 km de moi. Et on lui dit, qu'est-ce que vous voulez comme transport pour entrer? Ah, je veux une ambulance bien confortable où je puisse être allongée sur un brancard avec un infirmier à côté. Oui, mais alors là, 350 km de distance entre le lieu où vous êtes et votre domicile, c'est la distance qui joue. Ce serait à 30 km, ça aurait été pris en charge. Mais 350 km, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ils lui disent dès le début, pas de problème.
ma fille Géraldine Perrin. Il se demande pas, vous voyez ce qui est grave, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'on ne se dit pas, mais pourquoi elle ne nous donne pas un chèque avant de partir? Pourquoi elle ne dit pas, je paierai avec ma carte bleue en une fois? Non. Pourquoi elle leur dit pas ça tout simplement? C'est parce que depuis 2 ans, déjà, quand elle dit ça, elle s'est fait mettre interdit bancaire. D'accord. Et, voilà. et malgré son interdit bancaire, elle continue comme ça? Mais à personne, elle n'a dit qu'elle n'était interdit bancaire. À personne. Je ne sais pas ce qu'elle a raconté exactement aux gens là-bas. Moi, j'ai téléphoné en essayant de savoir la vérité, en disant je suis une voisine de madame, je l'entends raconter que vous ne l'auriez pas prévenue de cette dette d'ambulance. Et la patronne de cette société d'ambulance me dit mais si, on en avait discuté plusieurs jours avant. D'ailleurs, elle nous avait dit que sa fille paierait une grande partie de cette dette. Et tenez-vous bien, le best quand même, c'est qu'on me dit, alors que je suis la personne en téléphone, je suis sa fille Géraldine. Et la dame de la société d'ambulance me dit, d'ailleurs, je peux vous affirmer que c'était vrai, puisqu'elle a fait téléphoner sa fille Géraldine. Je l'ai eue au téléphone, cette femme. Et je peux vous assurer que Géraldine m'a dit qu'elle paierait bien, ou tout, ou une grande partie. Voilà. C'est moi qu'elle avait au téléphone. Hein. D'accord. Donc, vous imaginez qu'elle a fait téléphoner quelqu'un d'autre, même, en le faisant passer pour moi. Donc, je me dis, là, il faut que je fasse quelque chose. Mais ce qui est dingue, c'est que tout le monde gobe ce qu'elle raconte, j'ai l'impression. Oui. On me dit ça partout. Partout, on me dit... Mais vous savez que sa dette, là, 98 000 €, là. Oui. Ou donc, c'est un doublon, hein, puisqu'elle a touché 3 700 € de retraite pendant 5 ans. Oui. Et donc, au départ, elle dit à tout le monde qu'elle ne comprend pas, elle ne s'est pas rendue compte qu'il y avait un problème, tout ça, sachant qu'en activité, elle n'a jamais touché plus de 2 200 €. Donc, personne ne peut toucher 3 700 € de retraite quand le maximum que vous ayez eu, en partant à la retraite à 47 ans, c'est 2 200 €. Mmh. Oui, d'accord. Eh bien, là que ça a mal tourné, qu'elle est condamnée, tout ça, elle dit qu'elle n'était au courant de rien. Elle dit qu'elle n'a pas vu la couleur de l'argent. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'il tombait sur son compte bancaire. D'accord. Ok, je comprends. Voilà. Donc, si vous voulez, quoi qu'il se passe, c'est sans arrêt la victime. Elle peut faire tous les mensonges du monde, tous les mensonges de la planète. C'est pas la main dans le pot de confiture. Elle a la pot de confiture jusqu'au-dessus de la tête. Voilà. Elle niera. Et surtout, quand elle fait une escroquerie ou une fraude, puisque les premières que j'ai sues, elle avait 14 ans, sa première escroquerie à l'assurance, elle a 14 ans, elle a payé son mariage avec. Hein. Voilà, donc pour vous dire, en 1964, elle a rapporté à peu près cette fraude 7 000 € d'aujourd'hui. Quand elle sait qu'elle va se faire prendre à un moment, elle anticipe, mais pas d'un coup comme aux échecs, elle anticipe de 15 coups. C'est-à-dire que là, par exemple, mon père m'a expliqué quelques mois avant de décéder, en gros, qu'il était très très mal et il a raconté beaucoup de choses. Quand elle fait cette fraude-là, elle dit c'est pas grave. S'il s'écoule 5 ans et 1 jour, c'est mort. Ils ne peuvent plus réclamer la dette. Elle s'était renseignée. Elle a 25 bouquins je ne sais plus, c'est le Dallo, des petits bouquins rouges. Non, les bouquins de texte de loi qu'ont les avocats, les petits bouquins rouges. Oui. Le code civil. Voilà. Elle en a 25 bouquins comme ça qu'elle a achetés. Oui. Et donc, quand elle fait cette fraude, elle dit 5 ans et 1 jour. S'ils s'en rendent compte 5 ans et 1 jour après, c'est caduc, c'est annulé. Ils ne peuvent plus me réclamer quoi que ce soit. Mais s'ils s'en rendent compte un peu avant les 5 ans, mon père m'a dit, elle a dit, s'ils s'en rendent compte un peu avant les 5 ans, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. J'aurai près de 70 ans, sclérose en plaques, et je dirais que j'avais plus toute ma tête. Ben voilà, tranquille. Et je demande surendettement. Et la sclérose en plaques, elle sort d'où? Elle sort d'où, la sclérose en plaques? Parce qu'il faut... Alors,
La sclérose en plaques, là, dernièrement, là, dans le petit village où elle est, Oui. c'est devenu la raison pour laquelle elle a quitté son emploi à 47 ans. D'accord. Et tout Voilà. ça est un Alors, mensonge. bien sûr que Oui. oui, parce que tout est écrit dans son premier dossier de retraite. Mhm. Tout est dedans. Oui. Elle a demandé sa retraite. Elle n'est pas en invalidité du tout quand elle demande sa retraite à 47 ans. D'accord. Elle demande sa retraite à taux plein et elle déclarerait, parce que moi, je n'ai pas appris tout de suite, hein, j'ai appris plusieurs années après qu'elle aurait la sclérose en plaques, que je ne l'ai pas vue quasiment pendant 20 ans. Et donc, elle déclarerait la sclérose en plaques 3, 4 ans, 5 ans après, au cours en faisant faire des lunettes. En faisant faire des lunettes, d'accord. Oui, l'opticien se rendrait compte quand elle fait faire des lunettes qu'elle a la sclérose en plaques. Mais comment un opticien peut se rendre compte de ça? Alors, il paraît que ça peut se voir au niveau des yeux. Ouais. Je suis Voilà. pas certain Alors, de ça, mais bon, je suis je pas certain de ça. ne sais pas. J'avoue que là, moi, j'ai fait des vidéos en étant avec elle là, depuis que mon père est décédé. Oui. Je suis restée avec elle, je ne sais pas combien de fois. Et c'est une personne qui dort toute la journée et qui se lève la nuit. Donc, elle est debout jusqu'à 4-5 heures du matin. Oui, oui. Et elle dort toute la journée. Et j'ai fait des vidéos que j'ai montrées à je ne sais pas combien de gens qui sont quand même stupéfaits. Bon, parce que, sachant que dans la journée, elle ne tient pas debout, dès qu'il y a des témoins, elle ne tient pas debout. Elle ne peut pas marcher toute seule. Mais elle ne veut pas utiliser de fauteuil roulant dans la maison. Elle ne veut pas utiliser de déambulateur dans la maison. Elle ne voulait pas utiliser de canne ni de béquille non plus. Mais à l'extérieur, oui, dès qu'elle sort, il lui faut le fauteuil roulant. Ouais, Voilà. Mais elle est dans un rôle permanent, en fait, votre mère. Voilà. Mais moi, les vidéos que j'ai faites, qui sont invraisemblables, on la voit monter debout sur une chaise pour ranger pendant 3/4 d'heure tous les placards de la cuisine. On la voit debout en équilibre dans son escalier en colimaçon sur un escabeau cassé qui ne tient plus que sur 2 pieds, Oui. à 2 mètres de hauteur, en train de changer une ampoule électrique. Donc, tout ça dans le noir. Tout ça quand la nuit est arrivée et qu'il n'y a personne autour d'elle. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bien sûr. Et là, j'ai une autre vidéo ça fait combien où elle de temps? rentre par terre pendant Oui. une demi-heure, c'est en plein été, elle rentre par terre, elle marche sur les fesses littéralement. Elle pourrait prendre une canne ou autre, mais non, elle rentre par terre, elle descend les marches extérieures par terre, elle rentre sur les fesses jusqu'à l'intérieur de sa cuisine, et puis d'un seul coup, il y a l'escalier pour monter à sa chambre, parce que malgré tout ça, elle dormait à l'étage, et là, quand elle est dans l'escalier, d'un seul coup, elle se remet debout. Mais vous ne l'avez pas vue depuis combien de temps, là, votre mère? Là, ça va faire bientôt une année que je ne l'ai pas vue. Mais malheureusement, j'ai appris qu'elle continuait. Je vous dis, là, par exemple, la plainte dont je vous ai parlé, qui est classée sans suite, et 3 mois après, elle en reposait une autre. D'accord. Voilà, exemple. Elle veut vraiment vous accabler, quoi. Ah, elle m'a dit, il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi, quand mon oncle est décédé, là, son beau-frère, elle m'a dit, je ne paierai pas cette dette. Tu as été avec Armand, c'était son beau-frère, vous avez été négocier tout ça, mais j'ai dit, de toute façon, ils auraient saisi sur ton compte. Ça aurait fini comme ça, donc valait mieux négocier un échelonnement, parce que pour 100 000 € de dette, il lui demandait 430 € de paiement par mois. Il nous reste 3 minutes. D'où ça vient? Quelle est l'origine du mal chez cette femme, à votre avis? Alors, j'ai beaucoup parlé avec sa nièce, ma cousine, que j'avais perdue de vue pendant 30 ans. Et là, on a à nouveau des conversations tous les 15 jours. J'ai beaucoup parlé. Et apparemment, l'origine viendrait du fait que c'est une femme qui a été portée au nu, idolâtrée, mais à un point perverse, narcissique, il y a narcissique dedans, par sa mère et par son beau-père. Par sa mère et par son... Et quel rapport avec le fait d'arnaquer la sécurité sociale et d'arnaquer tout le monde? Eh bien, parce que ça, c'est le syndrome de la perverse narcissique. C'est que
pour pouvoir briller, pour pouvoir être admirée de tout le monde, pour pouvoir jouer la femme généreuse, parce que il y a des tas de gens qui m'ont dit mais votre mère, elle est extraordinaire. On l'a connue 20 ans, elle arrose tout le monde de cadeaux. Oui, oui. Bon, oui, donc pour jouer, elle a tissé un personnage magnifique en société, mais aux dépens de celles et ceux qui étaient censés, celles qu'elle devait aimer. Ce qui a beaucoup servi quand même, c'est que jusqu'à il y a 10-12 ans de ça, physiquement, mais c'est pas une blague, hein, physiquement, à part le chapeau, c'était Madame de Fontenay. D'accord. Mais vraiment, avec le grand chignon énorme, là, c'était ça en permanence jusqu'à il y a 10-12 ans, où elle dépensait une fortune en vêtements, en chaussures, tout ça. D'accord. Voilà. Écoutez, tenez-nous au courant, en tout cas, ma chère Géraldine, de l'évolution des choses. N'oubliez pas les conseils d'Yvette, qui vous dit d'écrire. Je vais aller consulter ce site, et puis j'espère que sur tous les auditeurs qui m'ont entendu, il y aura un certain nombre à me donner vraiment quelque chose pour arrêter tout ça. Écoutez, il y a eu beaucoup de messages pour vous ce soir, donc on vous dira les messages qui peuvent vous aiguiller sur les meilleures solutions. Mais en tout cas, courage à vous parce que vous allez en avoir besoin, Géraldine. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.